Nous allons consacrer 3 numéros du dessous des cartes à l'Afrique du Sud. Après 40 ans d'apartheid, inscrit dans les lois, ancré dans le sol, ancré dans les têtes, existe-t-il aujourd'hui une nation sud-africaine pluriethnique? Alors, premier chapitre aujourd'hui, la formation de cette nation. Voici le continent africain et tout en bas l'Afrique du Sud. C'est un pays de 1 200 000 km² avec une population de 45 millions d'habitants, aux origines très diverses. 75% viennent du continent africain, principalement les Zoulous, Xhosa, Soto, Tswana, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele. 14% sont d'ascendance européenne, les Afrikaners, descendants des Hollandais arrivés au XVIIe siècle, mais aussi des Anglais et des Portugais. 8,5% sont métis, et enfin 2,5% sont asiatiques, surtout d'origine indienne. Ce qui fait que ce pays compte 11 langues officielles. Alors comment expliquer une telle diversité? Au premier millénaire avant Jésus-Christ, l'actuelle Afrique du Sud est peuplée de Boshiman, dont les San, qui sont des chasseurs, cueilleurs, nomades, et les Khoi, qui sont des éleveurs sédentaires. Et à partir du IIIe siècle de notre ère, ils vont être repoussés plus à l'ouest, dans l'actuelle région du Cap, par les Bantous, qui s'installent progressivement dans la région. Ce sont ces populations africaines qui seront face au XVe siècle aux navigateurs portugais à la recherche de la route des Indes. Après Bartolomé Dias en 1488, Vasco de Gama aborde en 1497 les côtes orientales du pays le jour de Noël. Il les baptise donc Natal, c'est-à-dire Noël en portugais. Et ce sont finalement les Hollandais qui fondent au Cap en 1652 un poste de ravitaillement pour la Compagnie des Indes orientales, car à mi-chemin entre la Hollande et les comptoirs néerlandais à Java, cela permet là d'avoir une étape sur la route des épices. Et pour pouvoir ravitailler les navires de commerce hollandais, il faut développer l'agriculture. Le gouverneur du Cap, Jan van Riebeeck, demande donc à la compagnie de favoriser l'immigration de colons européens. Arrivent alors des Hollandais, des Allemands, des Huguenots français, qui en 1685 fuient les persécutions religieuses après la révocation de l'édit de Nantes en France. Dans une vallée à l'est du Cap, les domaines agricoles portent d'ailleurs encore des noms français, comme Languedoc, Champagne, Paris, Calais. On appelle ça d'ailleurs le coin français. Alors ces colons agriculteurs européens, on les nomme boers. En néerlandais, cela veut dire paysans. Mais ces boers sont en fait d'origine très diverse et souvent sans lien particulier avec leur pays d'origine, et ils vont peu à peu se définir eux-mêmes comme un peuple de l'Afrique, c'est-à-dire les Afrikaners. Les autochtones Khoi n'étant pas assez nombreux pour les travaux agricoles, la Compagnie des Indes orientales importe des esclaves d'Angola, du Mozambique, de Madagascar. Et il y aura de nombreux métissages entre Européens et Africains, dont les descendants sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Colored People en Afrique du Sud. Dès la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques ont pris pied en Inde. Et la région du Cap intéresse Londres car elle offre un point d'appui pour leurs navires, notamment pour contrer la menace des corsaires français. Alors les boers accueillent d'abord favorablement l'arrivée des Britanniques, car ils leur apportent une aide dans la guerre qu'ils mènent contre les Xhosa pour le contrôle des territoires à l'est du Cap. Mais si on prend maintenant une carte à plus petite échelle, cela permet de comprendre ce qui va alors se jouer entre Anglais et boers. Leurs relations vont se dégrader début 19e, quand la colonie du Cap passe sous souveraineté britannique, que près de 5000 colons britanniques viennent s'installer là, et que surtout, l'abolition de l'esclavage en 1833 par les Britanniques change en fait toute l'économie de la société boer. Alors elle conduit à un événement qui est fondateur pour l'identité des Afrikaners, c'est le Grand Trek qui commence en 1836. Il s'agit de la migration des Afrikaners vers l'intérieur du pays, soit quelques 5000 Afrikaners accompagnés de leurs esclaves. Les boers fondent alors au cœur de l'Afrique du Sud, entre les fleuves Orange et Vaal, l'État libre d'Orange, au nord du Vaal, le Transvaal, et enfin le Natal, à l'est du Drakensberg.
Le Grand Trek cherche avant tout à faire perdurer la société esclavagiste bourre, mais il va donner aux Afrikaners une mentalité de pionniers et renforcer le mythe que ces nouveaux États sont des terres promises que Dieu leur réservait en tant que peuple élu. Or, malgré la reconnaissance de leurs indépendances par les Anglais, la découverte de richesses minières au cœur des territoires bourgs va relancer la rivalité entre les deux peuples. En 1867, des mines de diamants sont découvertes dans la région de Kimberley, puis l'or en 1886 dans l'État du Transvaal, provoquant une véritable ruée vers l'or dans ces régions et renforçant évidemment les visées impériales du Royaume-Uni. En fait, Londres contrôle déjà les territoires zoulous, situés entre leur colonie du Cap et le Natal, et cherche donc à relier l'ensemble des colonies africaines britanniques du Cap au Caire. C'est un projet tout à fait stratégique porté par Sir Cecil Rhodes. Rhodes est le directeur de la compagnie Or et Diamant de Berce, et c'est lui qui finance l'expansion britannique en Afrique australe grâce au fonds de la Compagnie britannique d'Afrique du Sud qu'il a fondé en 1889. La carte montre bien que la progression britannique à la fin du XIXe siècle bute sur les républiques bourgs indépendantes. Et Londres va prendre prétexte des mauvais traitements infligés aux mineurs anglais dans le Transvaal pour déclarer la guerre aux bourgs en 1899, et c'est là le début de la guerre des bourgs. Elle dure 3 ans et conduit à l'annexion des républiques bourgs par les Anglais. En 1910 est proclamée l'Union sud-africaine, État indépendant, membre du Commonwealth, et les Afrikaners cherchent alors à conserver pour eux seuls pouvoir politique et intérêt économique, et ils renforcent la ségrégation entre les peuples. En 1913, une loi sur la propriété foncière définit les régions du pays destinées aux seules populations noires. Alors qu'ils représentent près de 70% de la population, les Africains ne peuvent pas accéder à la propriété hors de ces réserves indigènes qui ne forment que 7% de la superficie du pays. En 1923, les Africains ne sont tolérés en ville que s'ils y ont un emploi. En 1926, l'accès aux emplois qualifiés dans l'industrie leur est interdit. Et cette exclusion économique, politique, spatiale se radicalise en 1948 avec l'arrivée au pouvoir du Parti national qui met en place une politique d'apartheid, ce qui veut dire développement séparé en Afrikaans. La nouvelle législation sud-africaine impose dès le début des années 50 une classification de la population en 4 groupes raciaux: les Noirs, les Colored People, c'est-à-dire les Métis, les Indiens et les Blancs. La loi systématise la séparation des populations au sein de l'Afrique du Sud blanche, faisant des Noirs des étrangers à l'intérieur de leur propre pays. L'Union sud-africaine est ainsi divisée en 4 provinces, le Cap, le Natal, l'État libre d'Orange et le Transvaal. À l'intérieur sont délimitées des réserves dites Homelands ou Bantoustan, comme le Transkei, le Ciskei, Vanda ou le Bophuthatswana, ou encore le KwaZulu. Le Parti national légitime cette politique ségrégationniste au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, la preuve, dans les années 1970, 4 Bantoustans sont déclarés indépendants, sauf bien évidemment aucun État international ne les reconnaît. Ils n'ont aucune viabilité économique, leurs frontières contournent les mines et même les terres arables, et ils n'ont aucune continuité territoriale. La ségrégation touche aussi les villes dont le centre est réservé aux Blancs. Alors on le voit par ces cartes, l'apartheid n'est pas seulement un ensemble de lois racistes, c'est un système économique et politique durable, puisqu'il s'inscrit à toutes les échelles dans le sol: région, ville, quartier, lieu de vie. L'apartheid concerne aussi le quotidien. Les mariages mixtes sont interdits, les relations sexuelles entre races différentes aussi, les transports, les administrations publiques sont séparées. Eh bien, c'était ce type de défi qu'il fallait relever pour l'Afrique du Sud de Mandela, post-apartheid. Alors nous verrons dans notre deuxième partie comment changer les cartes, c'est-à-dire comment changer la propriété foncière et sortir de cette ségrégation qui est très nettement inscrite dans le sol.